Bonjour, donc je vais vous parler des problèmes de halal et de laïcité, une problématique qui revient souvent dans la presse, dans les médias et dans la vie politique, et qui est très souvent traitée, je dirais, de manière un peu légère par la plupart des intervenants. On parle beaucoup de laïcité en France et aussi on dit beaucoup n'importe quoi. Alors, la spécificité du produit halal, en ce qui concerne la laïcité, j'entends, hein, hors qualité alimentaire et autres. Donc les produits issus de la filière halal ont une spécificité, c'est celle de comprendre dans leur prix de vente un surcoût issu d'une exigence religieuse. Ce surcoût, levé par divers organismes, a une finalité cultuelle, puisqu'il s'agit par le biais d'un abattage spécifique et d'une démarche de certification de s'assurer de l'exécution conforme d'une opération du culte musulman. Donc là, j'ai vraiment décrit la chose de manière très très précise. Ce surcoût halal, que certains appellent taxe halal, mais bon, c'est éventuellement un peu contestable comme appellation, donc c'est un surcoût, c'est de l'argent en plus par rapport au prix de vente normal du produit, présente donc bien toutes les caractéristiques d'une contribution religieuse pour le consommateur. Même si cette contribution religieuse n'est pas perçue, comme à l'époque médiévale de la dîme ecclésiastique, par des organismes religieux. Il faut savoir que, par exemple, certains organismes certificateurs, comme par exemple AVS, à votre service, ce n'est pas une organisation religieuse, c'est une association loi de 1901. Elle n'a pas le statut d'une organisation religieuse. Elle en a peut-être des activités périphériques, mais c'est une association loi de 1901. Donc, laïcité, voilà, c'est ça. Ouais, c'est celle-là. Donc, laïcité et taxe religieuse. Dans le cas, donc, on a deux cas de figure. Le cas du citoyen et le cas de l'État français. Le cas du citoyen face à une contribution destinée à une pratique cultuelle, puisque la taxe halal est liée à une pratique cultuelle. La dîme a été abolie en France en 1789. La contribution financière à un culte ne peut aujourd'hui être que volontaire, et uniquement volontaire, puisque la loi de 1905, donc la fameuse loi qui définit le fonctionnement de la laïcité en France, interdit et punit et qualifie comme un délit le fait de forcer des gens à contribuer financièrement à un culte. Donc c'est l'article 31 de la loi de 1905. Donc on interdit, oui c'est ça, on interdit de forcer quelqu'un à donner de l'argent à un culte, ceci est un délit. Un consommateur averti peut pourtant décider d'acheter un produit dont l'étiquetage suggère la présence d'un surcoût religieux, un étiquetage halal. Cela ne viole pas le principe de la laïcité. Un citoyen a le droit d'acheter un produit avec une surtaxe religieuse. C'est son choix, rien ne lui interdit. Dans le cas d'un consommateur achetant un produit halal non étiqueté en tant que tel, donc produit dont on a parlé, c'est-à-dire un produit que vous retrouvez dans un rayonnage classique, mais qui est issu de l'abattage halal, donc qui supporte ce surcoût religieux. Donc, le surcoût halal inclus dans le prix de vente est payé sans que l'acheteur en soit averti. Il ne le sait pas. Il y a donc dans ce cas-là une tromperie commerciale et une forme d'escroquerie, puisque la définition de l'escroquerie, c'est vendre quelque chose, extirper de l'argent à quelqu'un, alors qu'il n'est pas prévenu, et en tout cas, la tromperie commerciale consiste à lui vendre un produit dont il ne sait pas qu'il l'achète. Supposons que votre barquette coûte 10 €. Dans ce 10 €, vous avez l'impression, quand vous n'êtes pas averti, que c'est le prix du produit. Eh bien non, c'est le prix du produit plus un surcoût halal. Mais vous n'êtes pas au courant que vous achetez. On vous a vendu sans votre connaissance et sans votre acquiescement, sans votre décision volontaire, on vous a vendu quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envie d'acheter. Donc ça, c'est effectivement une tromperie commerciale, et on est ici plus dans un cas délictueux que dans une atteinte à la laïcité proprement dite. C'est une tromperie commerciale. Alors, deuxième cas de figure, le cas de l'État français. Alors là, c'est différent, puisque, n'oublions pas, la laïcité, la loi de 1905, qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État, à vrai dire, ne s'applique pas beaucoup aux citoyens. Elle s'applique principalement à l'État. La loi de 1905, c'est la loi de séparation entre l'État et l'Église, et non pas entre les citoyens et l'Église. Donc c'est là où les points litigieux interviennent. Du fait de l'existence de cette loi, 1905, toute subvention à un culte par l'État français est interdite. Voilà, donc vous voyez afficher la loi de 1905 dans son article 2 qui dit
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Toutes dépenses relatives à l'exercice d'un culte. La conséquence logique est donc que la présence d'une taxe religieuse dans le prix de vente d'un produit rend celui-ci impossible à acheter par l'État français, puisque l'État français, en versant de l'argent pour des raisons cultuelles, se mettrait à financer un culte, ce qui lui est expressément interdit par la loi française. Cela lui est interdit. Donc, la loi de 1905 interdit donc normalement tout achat de produits halal à l'État et aux collectivités territoriales. La présence de produits halal dans des cantines d'école, de casernes, de prisons et de restaurants d'administration est donc une impossibilité légale. Alors on voit que cette impossibilité légale ne correspond pas à la réalité. Ouais, c'est intéressant, ça. Rappelons que ce qu'il est convenu d'appeler le halal, voilà, séparation de l'Église et de l'État. Ouais. Alors, rappelons ici que ce qu'il est convenu d'appeler le halal n'est qu'une partie d'un ensemble législatif plus large qui est la charia. En effet, halal en tant que tel ne veut pas dire grand-chose. Halal veut dire permis, licite, autorisé. Mais selon quels critères? Eh bien, selon les critères de la charia. La charia échelonne tous les actes de l'activité humaine en 5 catégories. La meilleure pour lui étant le halal, ce qui est permis, licite, et au bas de l'échelle, ce qui est totalement interdit, ce qui est haram. Donc, parler de halal tout seul, hors contexte, n'a aucun sens. Quand on parle de halal, il faut immédiatement avoir à l'esprit le mot charia. Il n'y a pas de halal sans charia. Le halal tout seul n'a aucune signification. Quand vous êtes en train de parler halal, vous êtes en train de parler d'une règle de la charia. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que l'État français octroie des monopoles de délivrance de cartes de sacrificateurs à 3 mosquées. Ce monopole de cartes de sacrificateurs, c'est-à-dire c'est l'autorisation pour les sacrificateurs d'être des sacrificateurs selon le rite halal. On a donc la France qui s'est octroyé une autorité religieuse pour décider qui pouvait de manière respectueuse de la charia, enfin en tout cas religieuse, sacrifier ou ne pas sacrifier. Ce qui est bien évidemment, je rappelle le nom de la loi de 1905, ce n'est pas le nom de la loi de laïcité, c'est séparation de l'Église et de l'État. L'État, en se donnant le monopole de dire « vous avez le droit d'opérer des opérations rituelles et vous n'en avez pas le droit », s'est accordé, s'est arrogé une autorité religieuse, ce qui lui est totalement impossible. Mais il y a aussi une autre incongruité légale indirecte, celle de la commercialisation de produits supportant une taxe religieuse par des entreprises contrôlées par l'État. L'argent des contribuables investi dans une entreprise ne peut travailler au profit pécuniaire d'organismes cultuels. Dans le cas de l'entreprise Quick, contrôlée à 94% par l'État français et qui commercialise des produits halal, donc ce cas-là pose actuellement un réel problème de légalité au regard de la loi de 1905. On a donc effectivement de l'argent de l'État, donc votre argent, l'argent du contribuable, l'argent d'un État laïque qui s'est interdit de s'occuper d'affaires cultuelles, qui commercialise, donc qui fait gagner de l'argent dans un cadre religieux avec des opérations commerciales. C'est tout simplement, là encore, totalement impossible. Et c'est pourtant la réalité aujourd'hui. Alors, tout ceci est bien sûr une situation particulièrement irrégulière au regard de la laïcité, mais ça pose aussi un problème au niveau de la compatibilité avec les normes démocratiques. En effet, la charia et son concept halal de pureté et d'impureté des nourritures et des individus est un système de règles d'origine pré-médiévale qui se présente comme une loi d'origine divine. La charia est un système notoirement destructeur de la démocratie et des droits de l'homme. Voilà, ça c'est pas une grande nouveauté. Tous les gens qui font un petit peu d'études, là où il y a de la charia, les droits de l'homme et la démocratie disparaissent, et inversement.
Il y a une espèce de jeu à somme nulle, plus vous mettez de l'un, moins vous avez de l'autre. C'est un fait, c'est pas juste une formule, c'est un fait. Oui, oui, Sami Aldeb l'a très bien démontré tout à l'heure. Complètement. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme dit le 13 février 2003, dans un jugement officiel, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. C'est donc une réalité de droit international. Je rappelle à tous que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose à l'État français. Donc c'est un avis juridique qui s'impose à l'État français. Il devrait normalement en tenir compte. La charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Donc un signataire comme la France de la Convention européenne des droits de l'homme, pour être cohérente avec ses engagements, devrait logiquement s'interdire d'introduire les règles de la charia dans sa législation et ses usages sociaux. En effet, la Convention européenne des droits de l'homme est une convention qui lie ses signataires, donc la France, dans la défense des droits de l'homme et des processus démocratiques. Il est bien précisé dans le préambule de cette déclaration que seuls des États véritablement démocratiques peuvent préserver les droits de l'homme. Or, il est précisé par cette même Cour européenne des droits de l'homme que la charia est incompatible avec la démocratie. Donc, comment, pour un État signataire de la Convention européenne des droits de l'homme qui s'est engagé à défendre les droits de l'homme et qui s'est engagé à être démocratique, comment un tel État peut-il intégrer dans son système législatif et ses usages sociaux, la charia, qui est elle-même destructrice de toute démocratie et droits de l'homme. Là encore, on a un vrai problème de cohérence. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'incompatibilité du concept du halal avec celui de la laïcité et de la démocratie, il y a aussi une véritable insécurité juridique à être impliquée dans la filière industrielle et économique liée au halal. En effet, dans les pays où une étude sérieuse a pu être faite sur les flux financiers de l'industrie halal, il est ressorti des enquêtes qu'une partie de l'argent du halal sert au financement d'organisations terroristes. Aux USA et au Canada, il a été prouvé que l'industrie halal finance des organisations terroristes telles que le Hamas. Une partie de l'argent collecté dans les organismes de certification halal emprunte un circuit de banques et d'organisations caritatives islamiques, dont preuve a été faite dans plusieurs enquêtes qu'elles participaient activement et en connaissance de cause au financement d'organisations terroristes. Les circuits financiers du halal français étant aujourd'hui d'une opacité absolue, quand on veut savoir où passe l'argent du halal français, on ne le sait pas. Donc ces circuits étant d'une opacité totale, il est malheureusement à craindre que des découvertes similaires soient faites le jour où des enquêtes seront réalisées. Et dans ce cas-là, les acteurs économiques impliqués dans la filière halal se retrouveront alors dans la situation juridique très inconfortable d'avoir participé au financement d'organisations terroristes. Et là, vous allez avoir encore quelques planches explicatives de cette situation. Alors, ça c'est un préalable. Je parlais tout à l'heure de société de charité islamique, société, donc organisation humanitaire islamique. Vous voyez là typiquement un schéma qui est un schéma d'aide à une organisation, donc l'organisation centrale. Voilà, l'organisation centrale qui est en vert, donc Jamatul Mujahideen Bangladesh, est financée par différentes organisations tout à fait internationalement connues, qui sont la World Assembly of Muslim Youth, qui est issue de l'Arabie Saoudite, Revival of Islamic Heritage Society, donc du Koweït, la Ligue islamique mondiale, Arabie Saoudite, Muslim Aid, Grande-Bretagne, Charitable Society du Qatar, qui était utilisée par Ben Laden. Elle a financé Ben Laden, et Ben Laden se servait de cette société charitable. La Fédération islamique internationale des associations étudiantes, basée en Allemagne et en même temps au Nigeria. Et enfin, la Islamic World Community. Alors, la particularité de l'organisation verte, c'est que c'est une organisation terroriste. Et que la révélation de ces sources de financement était celle d'un de ses dirigeants qui a été arrêté au Bangladesh et qui a cité les gens qui lui donnaient de l'argent. Donc on a une organisation terroriste au Bangladesh qui organisait des attentats à la bombe qui était financée par toutes ces organisations. Alors je vous demande de juste regarder, vous rappeler de deux de ces organisations qui sont la Ligue islamique mondiale et la World Assembly of Muslim Youth qui vont réapparaître plus tard dans l'exposé. Et
Je vous parlais tout à l'heure d'enquêtes qui ont été réalisées sur la filière halal. Eh bien, je vais vous parler là d'une enquête qui a été faite de manière extrêmement précise au Canada, qui nous révèle des informations extrêmement intéressantes. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est un peu compliqué. Sachez que simplement, les organisations du bas sont des groupes terroristes, reconnus internationalement comme terroristes. Et que dans cet organigramme, vous allez voir apparaître, hop, comme par miracle, la WAMI, c'est-à-dire la World Association of Muslim Youth. C'est-à-dire cette organisation, qui est une organisation de jeunesse basée en Arabie Saoudite, finance... Ah oui, mon petit curseur, il est parti. Non. Ah, et puis on rend du lame. Donc, la petite... en dessous du rond rouge, vous avez un petit boîtier. Ah, fantastique, ça marche. Voilà. Alors, cette organisation-ci dépend de la première, mais simplement c'est une organisation canadienne, c'est la branche canadienne. C'est-à-dire que cette organisation qui est en Arabie Saoudite développe dans tous les pays du monde des branches locales, des antennes locales. Et donc ça, c'est l'antenne locale canadienne qui finance une organisation qui sert au financement d'organisations terroristes et qui finalement finance Al-Qaïda. Ici, c'est Al-Qaïda. Ici, c'est le Hamas. Donc, revenons à la situation canadienne. Nous avons ici l'organisme de certification alimentaire. Les organisations qui certifient le halal sont ici. Ces organisations qui sont financées par l'Arabie Saoudite, par l'intermédiaire de cette organisation charitable, reçoivent elles aussi de l'argent. Et ici, vous avez le MAC, Muslim Association of Canada. C'est la déclinaison canadienne des frères musulmans. Les frères musulmans fonctionnent exactement de la même manière que celle-ci. Vous avez un corps, c'est une organisation internationale, salafiste, qui développe dans beaucoup de pays du monde des antennes nationales. Au Canada, les frères musulmans s'appellent le MAC. En France, ça s'appelle l'UEIF. Donc ce MAC reçoit et gère l'argent du halal, puis le transmet à une organisation caritative canadienne qui le transmet à son tour au Hamas. C'est un circuit absolument classique. Pays de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, en général l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont très très actifs, qui crée une organisation internationale de bienfaisance, qui crée à son tour une organisation locale de bienfaisance, qui investit dans des structures dépendant en association, très souvent avec les frères musulmans, mais aussi avec d'autres organisations, qui drainent l'argent du halal vers le terrorisme. Alors ce n'est pas l'utilisation exclusive de l'argent, mais c'est une partie de l'argent qui finance le terrorisme. Vous voyez que les frères musulmans fonctionnent de la même manière. D'une organisation internationale, ils développent une organisation locale. Et il faut savoir que le Hamas aussi fait partie des frères musulmans. Le Hamas est une organisation terroriste faisant partie de la nébuleuse des frères musulmans. Ce qui veut dire que vous avez l'organisation générale qui crée des antennes locales qui drainent de l'argent pour les organisations terroristes. C'est un schéma qui est absolument classique. Et la question, je me suis posé la question, et la France? Voilà, donc là, ça c'est la situation, ça c'est le halal, donc ça c'est la filière halal. Voilà, donc suivante. Voilà, donc là j'ai fait un tout petit résumé. Situation au Canada, telle qu'elle est décrite dans le schéma d'avant, mais de manière plus visible. Les payeurs, qui sont les institutions publiques, les grossistes, et évidemment les particuliers quand ils achètent du halal, qui donnent de l'argent aux abattoirs, et eux-mêmes ceux-ci qui versent des commissions pour leur certification halal, donc au MAC, qui est donc les frères musulmans, l'antenne locale des frères musulmans, avec une association qui est en même temps mosquée et centre culturel, ça vous rappelle peut-être quelque chose, et une association des viandes halal. En vérité, les deux, l'entreprise commerciale et la mosquée, sont dans le même bâtiment. Ce qui montre une légère relation. Et donc, l'organisme caritatif, qui est en vérité un transmetteur entre les payeurs, les collecteurs organisateurs, nous avons ensuite les transmetteurs, qui par le biais de dons
qui sont généralement déguisés comme des aides aux orphelins, de l'aide au développement, des produits humanitaires, des projets humanitaires, des fermes, etc. Enfin bref, sur le papier, tout cela est absolument formidable. Et à la sortie, ça arrive dans des organisations qui dépendent du Hamas, et on n'a en vérité aucun contrôle sur la manière dont l'argent est utilisé. Bon, souvent, il part sous forme de roquettes sur la tête des voisins. Et donc, la situation en France. Alors, la situation en France, elle est relativement similaire. Les payeurs. Là, voilà, c'est vous. Donc, institutions publiques, hôpitaux, écoles, bases militaires, prisons, grossistes, c'est pareil. Alors, les gens, il faut savoir que le halal, la taxe halal, la contribution halal, n'est pas perçue uniquement sur la viande. Il faut savoir, et ça c'est un chiffre tout à fait récent puisqu'il date de cette année, qu'un des grands responsables de l'industrie halal, donc thaïlandaise, les Thaïlandais sont très en pointe sur la production de produits halal, expliquait que la nourriture halal ne représentait que 2% du marché. 2% du marché seulement. C'est-à-dire que les produits de beauté sont halal, les produits pharmaceutiques sont halal, la finance, les produits de la finance rapportent énormément d'argent, et finalement rapportent encore plus d'argent que la nourriture, beaucoup plus. Donc en France, la taxe halal ne concerne pas que la viande, pas du tout. Elle concerne aussi la certification des restaurants, des abattoirs, de commerce. Pour être certifié halal, vous passez un contrat avec un organisme certificateur qui certifie, par exemple, que votre cuisine dans votre restaurant est une cuisine qui respecte les normes du halal. Ce n'est pas de la viande. Vous avez une estampille halal qui vous permet d'avoir une clientèle musulmane, et ça, c'est un process qui est vérifié par un organisme certificateur. Cela aussi fait l'objet de contrats, cela aussi fait l'objet de circulation d'argent. Il n'y a pas que la viande halal. Il y a aussi des produits, il y a même des yaourts, des chocolats halal, du yaourt halal, beaucoup de choses qui sont halal, et de plus en plus. Tout peut être halal. Donc, la chose que nous avions vue au Canada, c'est-à-dire les payeurs qui envoient leur argent aux collecteurs organisateurs. Alors, je n'ai pas tout mis, hein. Là j'ai mis par exemple les principaux. Donc, Halal Service est un produit qui existe depuis 2 ans, qui a été lancé par l'UEF. AVS, à votre service, c'est une très grosse entreprise de certification. Enfin, une entreprise, c'est une association. Et enfin, les 3 mosquées, qui sont les mosquées habilitées à former les sacrificateurs. Il faut savoir qu'il y a 2 choses dans le business. Il y a la certification et le sacrifice. Le sacrifice, seules les mosquées sont compétentes pour donner une carte de sacrificateur. Par contre, des entreprises qui ne dépendent pas de ces mosquées peuvent certifier des process halal. Donc Halal Service et AVS ne dépendent pas de mosquées, ce sont des entreprises, enfin ce sont des organisations privées. Vous avez de même des organismes transmetteurs. Et là, on a donc ici une organisation qui est française, qui s'appelle le CBSP, Centre de bienveillance et de solidarité avec la Palestine, qui est une organisation qui existe depuis plus de 20 ans, qui dépend des Frères musulmans, donc de l'UEF, et qui transmet de l'argent au Hamas depuis plus de 20 ans. Cela a été prouvé, hein, il ne s'en cache pas d'ailleurs, c'est en France. Des organismes de ce type ont été interdits dans plusieurs pays d'Europe et dans le monde suite à un procès retentissant aux États-Unis en 2005, le procès de Holy Land Foundation, qui a, c'était un procès qui tentait de mettre fin au financement d'organismes terroristes et qui donc traquait les filières de financement. Et donc, cette organisation a été nommément citée lors de ce procès et les Américains ont demandé à la France de faire fermer cet établissement. La France a refusé. Donc en Allemagne, l'équivalent de cette organisation a été fermé. En Hollande, elle a été fermée. Donc en Angleterre et en France, donc l'Angleterre est un endroit où la finance islamique est très importante, l'Angleterre a permis à son organisation de continuer à fonctionner. Et en France, manifestement, il y a aussi des raisons politiques, manifestement, qui font que cette organisation continue de travailler. Donc ils transmettent de l'argent au Hamas. Hein. Donc c'est quand même en millions d'euros. Hein. C'est quand même une somme relativement importante. Et la seule chose qui diffère avec la partie canadienne, c'est les liaisons ici. Ce sont, encore une fois, les transferts d'argent dans l'industrie halal sont extrêmement obscurs. Personne ne sait où va cet argent. Alors, on a juste quelques éléments d'appréciation. C'est que, par exemple, comme dans le cas canadien, les frères musulmans sont présents ici, sous des intermédiaires. Donc, Halal Service
est un organisme certificateur qui dépend de l'UOIF, donc des Frères musulmans. L'UOIF et le CBSP sont eux-mêmes la branche française des Frères musulmans. Et le Hamas, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait partie aussi de l'organisation des Frères musulmans. Et nous avons aussi une deuxième information, c'est la Ligue islamique mondiale. Vous vous rappelez le deuxième cercle rouge dans les organismes qui finançaient l'organisation terroriste, la Ligue islamique mondiale. Eh bien, il faut savoir que le fondateur d'AVS, Youssef Bawendi, est le président du bureau de la Ligue islamique mondiale en France. Donc, et cette Ligue islamique mondiale donc, est la créatrice d'AVS indirectement. Elle est le principal financeur de l'UOIF et elle finance aussi par une autre organisation. Donc ici, vous avez une organisation intermédiaire qui s'appelle l'Islamic Relief qui finance le Hamas, donc qui donne l'argent de la Ligue islamique mondiale au Hamas. Donc vous retrouvez exactement dans le même cas de figure. Simplement, on a ce lien qui, jusqu'à présent, n'est pas prouvé, puisque, tout simplement, l'État français n'a jamais fait d'enquête sur ce sujet, et les personnes qui s'intéressent à ce sujet se voient opposer une fin de non-recevoir franche et massive. C'est-à-dire qu'on leur dit « stoppez votre enquête ». Alors on peut présenter la chose d'une manière un petit peu différente, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est la situation au Canada. Donc les pays initiateurs, l'Arabie Saoudite, le Qatar et compagnie, qui créent des ONG et travaillent en collaboration avec des organisations islamiques, donc le WAMI, World Association of Muslim Youth, et les Frères musulmans. Ces organisations créent des branches locales, donc le WAMI Canada, le MAC pour les Frères musulmans. Ces branches locales créent des organismes spécialisés, donc qui sont les certificateurs halal et les mosquées. Ces organismes spécialisés créent et organisent les activités collectrices de fonds et promotrices de charia, donc le halal, la zakat, donc l'impôt qui est perçu dans les mosquées. Cet argent est transféré par le biais d'organisations humanitaires, enfin dites humanitaires, Irfan Canada dans le cas du Canada, et cet argent donc transite jusque dans des organisations terroristes, le Hamas, etc. Enfin, j'ai l'air de faire une fixation sur le Hamas, mais c'est pas seulement le Hamas, c'est un exemple. Là, on a la preuve avec le Hamas, mais ces organisations peuvent être en Tchétchénie, elles peuvent être au Bangladesh, elles peuvent être partout dans le monde. Les Boko Haram reçoivent de l'argent d'organisations humanitaires islamiques, etc., etc. Tous les combats djihadistes du monde sont financés d'une manière ou d'une autre par ces fameux pays initiateurs, relayés d'ailleurs en partie par vous, puisque des fonds qui sont collectés dans les pays européens rentrent dans le circuit financier. Et tout ça est blanchi, comme disons, dans une grande lessiveuse par la finance islamique. La situation en France, ma foi, elle est relativement similaire, avec juste quelques noms qui changent. Bon, les pays initiateurs, c'est la même chose. Les ONG et organisations islamiques, les Frères musulmans, ils sont toujours là, et la Ligue islamique mondiale, à la place du WAMI. La branche locale, bureau de la Ligue islamique mondiale, et l'UOIF pour les Frères musulmans. Alors, ils ne sont pas les seuls, j'ai l'air encore de faire une fixation sur les Frères musulmans, c'est vrai que c'est un acteur très important, mais ce n'est pas le seul. Des organismes spécialisés, donc des certificateurs halal et les mosquées. Des activités collectrices de fonds, halal, zakat, exactement la même chose. Et là, le fameux petit point d'interrogation qui est dû à un manque d'information. On n'a pas de preuves, on ne sait pas. Le chaînon manquant. Le fameux chaînon manquant. Et enfin, des organisations de transfert humanitaire, le CBSP, et autres, qui nous amènent encore une fois vers les organisations terroristes. Le schéma est exactement le même. La structure, le processus est exactement le même. Donc il faut savoir que l'argent du halal, là où il y a eu des enquêtes, a été trouvé en train d'aller, une partie de celui-ci en tout cas, a été trouvée en train d'aller vers des organisations terroristes. Alors je rappelle à tout le monde, détail technique quand même, que financer une organisation terroriste est un délit. Ce qui veut dire que... non mais bon, tout ça a l'air très normal. On voit le CBSP qui travaille depuis quand même 20 ans en France. Alors évidemment, il verse au halal uniquement à la partie humanitaire et sociale du halal, et éducative du halal, bien sûr. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que des industriels
s'engage dans la filière du halal, alléché par le chiffre d'affaires qui augmente constamment, le taux de croissance à 2 chiffres, etc. On lui dit, mais positionnez-vous là-dedans, il y a de l'argent à faire. Oui, mais c'est de l'argent qui est potentiellement sale. Et il y a donc une réelle insécurité juridique à s'engager, sans enquête préalable, sans que les choses soient un petit peu éclaircies, dans la filière halal. Puisqu'à chaque fois qu'on cherche, on trouve des choses extrêmement étonnantes. Extrêmement étonnantes. Donc, outre le problème vis-à-vis de la laïcité, outre le problème vis-à-vis de la démocratie, on a tout simplement là aussi un problème vis-à-vis de la justice, un problème d'illégalité. S'engager dans les filières halal est aujourd'hui juridiquement risqué. Voilà, donc c'était les 3 points que je tenais à aborder. J'ai un petit peu dépassé de la laïcité, mais je pense que le phénomène du halal est plus vaste que simplement celui des produits alimentaires. Il est très clairement exprimé, mais extrêmement clairement exprimé. Je vous incite à aller sur le site de Service Halal, qui est l'organisation donc de l'UOIF. Et il vous est exprimé de manière très claire, il n'y a pas grand-chose comme sur le site, donc vous allez pouvoir le trouver assez vite, que le halal n'est pas simplement une histoire alimentaire, c'est aussi un mode de vie. Et des responsables islamiques mondiaux ont dit « Nous conquérerons l'Occident par le halal ». Le halal est une transformation de la vie, une transformation de la manière dont fonctionne la société. Et comme je le disais tout à l'heure, là où il y a de la charia, la démocratie et les droits de l'homme meurent. Il est donc, je pense, tout à fait raisonnable de se poser la question de la pertinence d'introduire le phénomène halal, sous quelque forme que ce soit. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a peut-être de l'argent à gagner, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Est-ce que cet argent, ces quelques petites marges, ces quelques petits pourcents de parts de marché que les industriels vont gagner, vaut les pourcentages de démocratie et de droits de l'homme que nous allons perdre? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Bon, alors, il n'y a plus